En général, ce que je fais, donc pareil, souvent les gens ils vont supprimer la caméra ou quoi que ce soit. Pour faire des choses un peu en 2D comme je le fais en fait, euh, souvent je vais tout simplement prendre la caméra, réinitialiser ses paramètres. Donc ça, et il me semble que le... Je sais plus, je crois que c'est Z qui doit être en 90. Peut-être, non, non. Pour déplacer les objets, évidemment, sur Blender, hein, je pense que vous connaissez plus ou moins, c'est G pour grab. Voilà, de bouger. Là, on va le bouger selon l'axe Z. Donc, il suffit de taper Z, comme ça le contraint. Et là, on va le reculer, voilà, moi à l'arrache, on va dire de 5. Et donc, il suffit de taper 5, Enter. Et voilà, ça, donc soit on fait grab en fait et on va le faire à la main, soit on peut le contraindre avec un axe, donc par exemple X ou Y, ou alors vous faites Shift avec un axe pour le contraindre en fait sur les deux axes qui sont pas celui que vous avez sélectionné. Donc par exemple si je fais Shift Y, en fait il va être contraint dans le plan XZ, et puis après un chiffre, voilà. Échappe pour annuler l'opération. Et ensuite, 0 avec le numpad, ça permet de venir en fait se mettre sur la vue caméra, tout simplement. Donc là, on va avoir un espace de travail en fait sur lequel je sais grosso modo ce que je vais préparer à voir à l'écran, etc. Ensuite, dans les préparations que je fais quand je fais un petit projet comme ça, en général, donc c'est dans les propriétés de la caméra. Je vais les changer en fait, je vais la changer donc de perspective, je vais la passer en orthographique. Shift A pour ajouter un objet. Là en l'occurrence on va ajouter un cube. R pour la rotation, je vais juste lui donner une petite rotation histoire de voir quelque chose. Je refais 0 pour revenir sur ma caméra. Je vais un petit peu désagrandir le cube, donc S pour scale. Voilà. Par défaut, c'est proportionnel. Donc voilà le cube en fait un peu en version vrai 3D, on va dire. Et si je resélectionne ma caméra, je vais dans le orthographique. Voilà. Alors évidemment, comme le cube a reculé de position, ça se voit moins, mais en fait là, on va se retrouver dans un mode en fait où toutes les lignes sont parallèles. Et ça va nous être utile parce que si on fait de la 2D, on n'a pas spécialement envie de s'embêter avec, par exemple, avec les ombres portées, avec le fait que si il y a un plan qui va pas forcément être à la même distance de la caméra, en fait, du coup, il va pas être représenté pareil. Là, comme on veut faire de la 2D un aplat, voilà, tout à fait, ça va aplatir l'image. Du coup, tu peux changer la valeur d'échelle, mais ça change pas grand chose. C'est un peu, on va dire ça, c'est pifométrique. On va dire c'est un peu comme si tu avais un zoom. Voilà, en fait, vu que la distance de la caméra n'a plus d'importance, vu que tu es en orthographique, en fait, ça dépend de ton scale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Il y a un truc sur lequel la dernière fois je me suis fait avoir, mais je crois que c'est dans Output. En fait, en gros, maintenant, Blender, il a activé par défaut un espace colorimétrique qui est un peu plus large. Mais du coup, alors, si c'est pas là, ce serait dans Render. Parce que là, j'ai vu effectivement qu'il y avait l'espace colorimétrique, mais il était désactivé. Color Management, voilà. Ah bah là, il est passé en sRGB. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vois par exemple Nodus, je pense que ça va être un peu pareil pour toi. Vu que la DA de la chaîne, en fait, elle contient des valeurs de couleurs qui sont très précises, t'as pas spécialement envie que ces couleurs, elles viennent être déformées ensuite par la position de la lumière ou des trucs comme ça. Et en fait, évidemment, les espaces colorimétriques, ils sont ultra importants quand on veut faire un peu des rendus réalistes ou autres. D'ailleurs, ils ont fait un travail de malade là-dessus pour améliorer tout ça, notamment avec les nouveaux là, Access 1.3 et Access 2.0, qui sont des espaces de couleurs qui sont bien plus étendus et qui vont permettre vraiment d'avoir
des super beaux rendus. Regardez quelques petites vidéos sur YouTube sur ces espaces colorimétriques, vous allez voir la différence, c'est juste incroyable. Mais nous, en l'occurrence, ça va venir nous polluer parce qu'en fait, lorsqu'on va sélectionner une couleur qui nous intéresse, qui est exactement celle-là qu'on veut pour la DA, au moment où on va faire le rendu, en fait, ça va passer par tout un tas de transformés qui font qu'à la fin, la couleur, ce sera pas exactement celle qu'on voulait. Donc pour ça, je crois qu'il faut passer en standard. Et dans le display, donc on est en sRGB. Et le look, évidemment, on le bascule sur none, comme ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de transformation, quoi. Et ensuite, cocher la case transparente si tu veux avoir en fait la possibilité d'une image que tu vas pouvoir intégrer en fait avec la transparence dans l'arrière-plan. Donc là en l'occurrence j'ai pas d'arrière-plan, donc normalement si je fais du rendu, donc je sais pas, par exemple je vais remettre mon cube, donc Shift A pour mettre le cube, hop, cube. Moi je pense que donc par défaut on va juste faire un petit rendu, attention, peut-être que ça va pas lui plaire à OBS, on va voir. Voilà. Donc là j'ai mon rendu et je sais pas si ça se voit trop. Je pense que oui, parce que normalement il devrait y avoir un damier. Mais en l'occurrence, là en fait on a vraiment un gris de fond. Alors que si j'active l'option transparent et que je refais le rendu, voilà. Là maintenant on voit le damier en fait qui représente la partie sur laquelle en fait il y aura de la transparence sur l'image finale. Et ça c'est important parce que par exemple les vagues que vous voyez en bas, il y en a une partie qui est dans le background, en arrière-plan, et puis vous voyez qu'il y en a une partie qui est sur le dessus. Et en fait tout le reste de l'image tout simplement c'est de la transparence, quoi. Ah oui, dernier petit truc, je pense. Donc je remets mon cube. Peut-être cette fois-ci on va mettre un plan. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la méthode la plus indiquée, mais en fait moi ce que je fais c'est que du coup la lumière, sauf si vraiment je veux faire un truc simili 3D, mais pour l'instant j'en ai vraiment pas eu l'utilité. La lumière en fait c'est pareil, je la supprime. Donc là j'ai enlevé la lumière de la scène en fait. Et ce que je vais faire à la place, c'est qu'en fait, à chaque fois que je vais venir mettre une couleur, donc en fait, il faut rajouter un matériel. Et sur mon matériel, tu vois, donc, par défaut, en général, il vient de sélectionner un Physical Base Rendering. Donc en fait, de base, on a ce truc-là, Principled BSDF, qui est vraiment un grand fourre-tout qui va permettre de simuler énormément de surfaces différentes pour aller du plastique au métal, au bois. Alors le bois, il faudra peut-être une texture supplémentaire, mais il y a beaucoup de finalement de matériaux qui sont suffisants en eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de rajouter des textures. Moi, ce que je vais faire en fait à la place, c'est je fais une émission. Donc c'est-à-dire en fait, je vais passer sur un mode où c'est le matériel lui-même qui va fournir entre guillemets sa propre lumière, quoi. Donc pour faire la différence, donc si je prends un truc simple, donc par exemple le Principal BSDF et puis que je fais, je sais pas, je vais lui prendre une couleur, on va le mettre jaune par exemple, un truc comme ça. Donc là évidemment dans ma vue principale, je vais pas l'avoir tant que j'aurai pas au moins pris le view Material Preview. Voilà, donc là je suis en Material Preview. Et si je fais mon rendu, il y a de très grandes chances. Allez, faites-le. À votre avis, qu'est-ce que ça va rendre? Ah, on a quand même quelque chose. Moi j'aurais dit que ça allait être tout noir, évidemment. Allez, ça va être tout noir. Tout simplement parce qu'on n'a pas de lumière. Donc évidemment, bah là, il est tout pourri. Et en plus, bah, du coup, même si j'essaye de mettre une lumière, on peut essayer de mettre une lumière. Donc pareil, je vais faire un Shift A pour ajouter une light. Donc par exemple, je sais pas, on va dire un sun. Voilà. Grab, Z, je la monte un petit peu pour la mettre vraiment au-dessus. Mais là, en l'occurrence, alors déjà, il y a moyen qu'on la prenne en pleine pomme parce que je pense que je l'ai mise
Voilà, je l'ai mise avant la caméra, donc il y a moyen que ça pique un peu les yeux. Donc pareil, grab Z, je vais la mettre derrière la caméra déjà. Et puis, soyons fous, je vais un petit peu la déplacer, donc grab Shift Z. Je vais la déplacer un peu, voilà, par là par exemple. Et là, mon problème, c'est que en fait, même si je fais mon rendu... Voilà, alors là, par exemple, bah, finalement, le jaune, c'est toujours pas celui que je veux, en fait. Donc là, je me dis, ah, c'est un peu trop terne, alors qu'est-ce que je fais? Bah, je prends ma lumière. Je vais peut-être augmenter sa... Voilà, allez, on va la passer à 10, je sais pas, par exemple. Donc je vais ajouter de la force. Je vais la rendre encore plus lumineuse. Je rends mon image de nouveau. Ah bah non, maintenant c'est saturé. Ah bah... voilà. C'est le moment de répondre TG, exactement. À faire tout noir. Donc au final, j'ai jamais la bonne valeur la bonne valeur que je veux, donc ça ne marche pas, et donc c'est pour ça que je ne fais pas comme ça. Donc la lumière, je la supprime, et ce que je vais faire, c'est que donc mon petit plan, je vais le changer en émission. Ici, je vais pouvoir mettre la couleur que je veux, donc par exemple du bon jaune bien claqué, voilà, pour qu'on se rende bien compte de la différence. Et là, maintenant, si je fais mon rendu... Voilà, j'ai très exactement la couleur que je veux avoir. Et donc voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc là, grosso modo, on a déjà la base. Hein, ensuite, voilà. Donc, petit récap. Donc je repars de la base. Donc finalement, la lampe, j'en ai pas besoin. X. Le cube, bon bah tu verras si t'en as besoin ou pas, mais si t'en as pas besoin, X. Voilà. La caméra, on la remet complètement à 0. 0, 0, donc Z, bah, puisqu'on y est, 5. Ensuite la rotation à 0. Voilà. Ensuite la caméra, puisqu'on y est, en orthographique. Par exemple, on peut rajouter, donc on peut ajouter, voilà, orthographic scale, on est bon. Je crois qu'on est bon là-dessus. Ensuite, dans le rendu film transparent, dans Color Management, ici, le standard. Et puis ensuite, 0, donc le 0 du pavé numérique pour aller sur la vue caméra. Et puis là, bah, c'est parti. Donc Shift A, par exemple, on rajoute un plan. Et donc la dernière petite astuce, c'est dans le matériel, quand on rajoute un nouveau, on fait émission. Et là, on peut tout simplement choisir la couleur qui nous plaît. Voilà. Ou pas d'ailleurs, une couleur qui ne nous plaît pas, parce que c'est quand même plus sympa de travailler avec des couleurs qui ne nous plaisent pas. Et voilà, et donc là, normalement, je suis bon si je fais mon rendu. Voilà. J'ai mon espace de travail qui est mis comme il faut. On peut s'amuser à faire. Est-ce que tu peux importer des formes SVG? Oui, tout à fait. Alors, apparemment, c'est quand même... Donc j'ai regardé une vidéo là-dessus parce que ça m'intéressait. J'ai regardé une vidéo récemment. Je vais repasser sur le bon plan. Si jamais tu fais de l'import SVG, apparemment, il vaut mieux quand même importer chacun des objets que tu vas animer séparément, en fait, dans des SVG séparés. Moi, c'est vrai que plusieurs fois, je m'étais un peu battu. Apparemment, c'est pas une très bonne idée de prendre un SVG et de l'importer directement dans Blender. Il sait faire, mais apparemment, après, ça devient un seul objet et c'est compliqué en fait d'aller animer ça en fait séparément. Et donc, apparemment, la bonne idée, c'est sous Inkscape. Parce que j'imagine que tu vas utiliser Inkscape, donc c'est pour ça que je dis ça. Sous Inkscape, en fait, tu prends chacun des objets que tu vas vouloir animer séparément. Donc, je sais pas, par exemple, si tu as le bonhomme là, tu vois, tu vas avoir les bras d'un côté, etc., etc. Je suis en train de penser à un truc, on pourrait s'amuser à faire ça.
Ouais, non, remarque, parce que le... Si, c'est le fantôme que tu voulais peut-être animer, peut-être quelque chose comme ça, on pourrait commencer à voir ce que ça peut donner. Encore que je suis pas un as là-dessus. Hein. Euh, Mais en tout cas, donc par exemple, si, mettons que le fantôme, tu vois, par exemple, si tu veux animer, je sais pas, le bas du fantôme, et puis le fait qu'il tienne la vis, euh, tu vas exporter par exemple la vis dans un SVG à part, le fantôme dans un SVG à part, et peut-être par exemple, si ton fantôme il tient la vis avec des petites mains, tu vois, les mains tu vas les exporter aussi à part, en fait, même presque une main à part chacune. Et ensuite tu vas les importer une à une sous Blender, de telle manière à avoir vraiment tous tes objets séparés, et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir tu vas pouvoir en fait euh, gérer ça quoi. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est faire une forme de stinger. Donc pour ceux qui savent pas en fait sur OBS en fait quand on a des transitions, on peut rajouter aussi ce qu'on appelle une transition stinger. En fait ce que ça va faire c'est ça va venir coller une vidéo en surimpression de l'écran. Et en fait normalement il y a un moment au moins au minimum une frame où l'écran doit être complètement rempli par cette vidéo. En fait il doit être complètement masqué. Et c'est à ce moment-là qu'on va demander à OBS de faire le changement de scène. De telle manière à ce que lorsque la vidéo ensuite commence commence à rouvrir la vue, on est changé de scène pendant ce temps-là. Un petit stinger comme ça, vraiment vite fait, mais c'est vraiment juste histoire de vous montrer comment ça marche. Hein. On va pas faire un truc magnifique. Donc en fait l'histoire c'est que donc là on a notre plan. Tout simplement donc avec S, je vais venir l'agrandir. Et on va l'agrandir, voilà, alors on va s'amuser à la... Je vais peut-être l'agrandir, d'abord je vais l'agrandir comme ça, et ensuite je refais S, cette fois-ci je vais le contraindre en X, et je vais l'agrandir comme ça, voilà. Petite info quand même intéressante, sous Blender en fait, on a... en fait, donc là, l'objet en question, il faut pas oublier un truc, hein, c'est que si je fais tab, je vais passer en edit mode, et là, dans ce mode-là, en fait, je vais pouvoir sélectionner et modifier chacun des vertex ou donc chacun des sommets, chacun des, pardon, j'ai tous les trucs, tous les mots en anglais, donc les faces, les bords, on va dire les edges, et puis les sommets. Donc là, je peux les voilà, je peux les modifier un par un. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certains modificateurs qu'on va pouvoir appliquer sur Blender, ils nécessitent quand même d'avoir un mesh qui est quand même, donc un maillage qui est quand même assez serré. Donc là, en l'occurrence, comme c'est un plan et que j'ai mis que 4, j'ai donc que les 4 points, je peux vraiment modifier que ça. Je peux pas, par exemple, je peux pas m'amuser à tirer le milieu et faire un truc bombé par exemple ou quelque chose comme ça. Pour ça il faudrait que je rajoute du maillage. Pouf. Je viens la coller là tout simplement. Ploup. Et voilà, comme ça là je suis sûr d'avoir le même bleu, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, en fait ce que je vais faire tout simplement c'est que j'aimerais bien, donc là je vais faire grab Y, donc je vais remonter mon... En fait, ce que je voudrais faire, c'est par exemple, j'ai mon plan, par exemple, il va venir comme ça, il va masquer, et puis ensuite, plop, il va libérer la vue. Voilà, donc on va faire ça comme ça, tout simplement. Donc, au départ, je vais avoir mon plan qui est, qui est hors caméra. Et ce que je vais faire, en fait, tout simplement, donc là, il y a plusieurs méthodes à faire. Peut-être... Avant, pour commencer une animation de ce style-là, c'est quand même intéressant de savoir combien de temps elle va durer. Donc par exemple, mettons qu'un stinger, si ça dure 2 secondes, c'est déjà beaucoup, ouais, peut-être 5 secondes max. Donc en fait là-dessus, je viens dans... je pense que c'est output, voilà, tout simple. Ouais, tout à fait, output. Au niveau, donc là, il faut que je règle. Donc là, on est plus sur la partie animation, hein, on est moins sur la partie rendu. La partie animation. Donc le framerate, il faut sélectionner si on va être par exemple en 30 images par seconde ou en 60 images par seconde. Je pense que OBS m'en voudra pas si je lui mets du 30 images par seconde.
Et donc bah, là c'est là où moi je trouve que c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Donc si je veux faire par exemple une animation de... allez, mettons que je fais une animation 1, 2, 3, ouais. Donc mettons 3 secondes. Donc 3 secondes multipliées par 30 frames, on est à 90. Voilà. Et donc ça, on a quand même tout intérêt à le régler en avance. Hein. C'est ça qu'il faut bien se souvenir. Et donc ensuite en bas, j'ai ma timeline, qui est donc l'endroit en fait où je viens régler le temps. Donc petite astuce qui est vachement sympa sur Blender en fait. Ici en bas, tu vois que j'ai en fait la barre de défilement. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que au bout de ces barres de défilement, il y a des petits points. Et en fait, c'est ça qui est génial. Quand tu grappes ce petit point, en fait, tu viens décaler la partie visible de. Donc, si je pense que le plus simple serait si je zoome. Donc, par exemple, si je zoome dessus, tu vois que, en fait, j'ai vraiment ma barre de défilement là, qui me montre à quel endroit je suis dans ma timeline en fait. Mais en fait, je peux ajuster le zoom tout simplement en fait en utilisant ces petits points, parce que tout simplement c'est comme si je jouais sur la taille de la barre moi-même en fait. Et donc ce que ça va faire en fait, tout simplement, je veux venir zoomer ou dézoomer directement avec ma barre. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup très simplement en fait je peux venir régler la partie de la timeline que je vois ou que je vois pas. Et ça, dans beaucoup de fenêtres en fait on a le même mécanisme. Et donc c'est la petite astuce de la barre de défilement. Il y a peut-être un truc qu'il faut que je fasse avant si je veux, parce que donc tout à l'heure le plan, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je l'ai agrandi, mais je l'ai un peu laissé comme ça. Et c'est intéressant en fait, donc je crois que c'est... si c'est pas Alt A, c'est quelque chose comme ça. Non, c'est pas Alt A, donc c'est CTRL A. Voilà. Donc CTRL A, en fait, c'est ce qu'ils appellent le Apply Transform. En fait, ce qui va se passer, c'est que... là, en gros, c'est comme si mon objet, il était toujours... En fait, c'est toujours un plan... un plan qui était carré à la base. En fait, c'est un plan carré, mais que j'ai déformé. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait lui appliquer la transformation d'échelle que je lui ai mise tout à l'heure. Et donc là, maintenant, ça a eu l'air de rien changer comme ça, mais en réalité, bah, si, en fait, il y a quelque chose qui a changé. Ici, si vous regardez en fait au niveau du scale, vous voyez qu'en fait, en gros, c'est un carré. Enfin, voilà, c'est un carré plat, pas un cube, c'est un carré. C'est un carré en fait qui a été en fait mis à l'échelle x2 en Y, x2 en Z et x4 en X. Donc c'est pas vraiment un rectangle. Et de temps en temps, ça peut poser des soucis quand on va appliquer plusieurs transformations par-dessus, etc. C'est pas très propre. Donc en fait, ce qu'on fait, on vient faire donc CTRL A, Apply. Donc là, en l'occurrence, bah, soit vous faites All Transform ou Rotation and Scale, par exemple. Hop. Et donc là, maintenant, en fait, vous voyez que mon objet, en fait, il a bien une échelle de 1. Donc maintenant, c'est plus un carré qui a été étiré, c'est vraiment un rectangle. Donc maintenant, en fait, le plus important, donc en fait, c'est tout simplement ces petits boutons là qui sont sur le côté. Et bah tiens, le tooltip quand on passe dessus, c'est directement Animate Property. Et en fait, tout simplement, ce que ça vient faire, alors, il me semble que le raccourci, c'est on se met la souris par-dessus et on vient faire I, par exemple. Plouf. Et donc là, non seulement les choses sont passées en jaune, mais en plus, ici sur ma timeline, en fait, j'ai un petit repère qui montre qu'il a bien enregistré la transformation. Donc là, en fait, ce que je lui ai dit, en fait, c'est que à la frame 1, donc au tout début de ma vidéo, en fait, à la frame 1, mon plan, il est là-haut, et je l'ai bloqué là-haut. Évidemment, il bouge pas parce que maintenant, il sait pas forcément où aller. Et ce que je peux lui dire, c'est que, donc on a dit que ça durait 3 secondes, donc par exemple, à la frame 30, qui est donc au bout de 1 seconde, je veux que mon plan il soit ailleurs. Et donc pour ça, ce que je vais faire tout simplement, c'est que donc j'ai toujours mon plan de sélectionner. Je vais faire G pour grab, Y pour le contraindre en fait dans mon Y, et puis je vais venir le positionner comme ça m'intéresse. Donc là par exemple, je le mets ici. Donc là maintenant, il a changé de position. Et en revenant ici sur
sur l'endroit en fait où j'ai la localisation de l'objet, je vais refaire I. Et donc maintenant il a enregistré qu'en fait sur la keyframe 30, eh ben, je dois avoir une autre localisation de mon objet. Voilà. Maintenant qu'on a ces deux positions, en fait, évidemment si je vais plus loin, mon plan il bouge toujours pas parce qu'en fait lui il sait pas forcément où aller, donc c'est ce qu'on appelle une interpolation, là en l'occurrence je pensais constante. Par contre entre les deux, et c'est là où vous allez voir la magie opérer, c'est qu'entre les deux, Blender il m'a fait une interpolation de la position de mon objet. Et donc si je reviens en arrière, voilà, hop, j'ai mon objet qui tout simplement revient à la position qui moi m'intéresse. Et donc si maintenant je fais play animation, ça va peut-être un peu saccader de votre côté, on va voir. Et voilà. J'ai mon plan en fait qui vient devant ma caméra. Et puis qui reste évidemment parce que pour l'instant on lui a rien dit de plus quoi. La deuxième solution c'est en fait tu passes en mode édition. Et tu viens utiliser ce qu'on appelle des loop cuts. Et donc le loop cut en fait ça va te permettre de rajouter des découpes internes. Et donc normalement je crois, alors ça je me gourre à chaque fois, mais je crois qu'il faut cliquer une fois. Et ensuite là dans les propriétés tu peux augmenter le nombre de loop cut. Donc par exemple je sais pas, mettons que tu veuilles 20 faces, ça fait 19. Voilà, tac. Et donc là, tu vois, je vais déjà pouvoir beaucoup plus le déformer, hein, parce que si je prends... alors, j'annule, mais tu vois, si je m'amuse à faire, par exemple, je prends ce vertex-là. Ah, zut, j'ai pas le bon... Ah, je recommence. Sélection. Je prends ce vertex-là. Et je vais activer je crois que c'est ça, l'édition proportionnelle. Donc ça veut dire qu'en fait, il va déplacer les vertex qui sont adjacents. Et c'est là, évidemment, si je prends mon grab, et donc je le contrains en Z, bah, j'ai pas grand chose qui se passe, tu vois. Maintenant, je vais rajouter de la définition dans mon mesh. Donc je fais mon loop cut que je t'ai montré tout à l'heure. Hop. Je vais lui mettre donc par exemple 19. Voilà. Je vais faire un loop cut. Je pense que c'est... Voilà, alors c'est bien. Voilà, donc je fais mon loop cut aussi dans cette direction. J'avais fait à peu près x2, donc si je veux faire des petits carrés, on va dire... j'ai découpé par 20 d'un côté, donc il faudrait 10 de l'autre, donc ça fait 9. Voilà, bon, clairement on voit que c'est quand même des rectangles, mais c'est pas grave. Donc là tu vois, assez rapidement, j'ai augmenté en fait la définition de mon mesh. Et donc maintenant si je viens sélectionner ce point là en proportional editing et que je veux le déplacer, Z, et ben voilà, tu vois, en fait je déplace qu'une petite partie du mesh. Alors je crois avec la molette, je peux agrandir le cercle du proportional editing. Et voilà. Donc tu vois, tout de suite, je pense que tu comprends un petit peu l'idée qu'il y a derrière. D'abord, c'est que si je veux faire un effet un peu de page, de feuille qui se tourne ou quelque chose comme ça, bah, clairement, il faut que j'augmente... il faut que j'augmente ma définition, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi. En gros, c'est ça après qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut animer que les objets. On ne peut pas animer le mesh. Donc pour pouvoir animer le mesh, en fait, ce qu'il va falloir, il va falloir faire un modificateur qui va permettre de déformer le mesh en fonction d'un objet. Donc pour ça, et c'est valable aussi, tu vois, par exemple pour la courbure. Alors pas forcément quand tu viens déformer ton objet selon une courbure, mais par contre, lorsque tu viens animer ton objet le long d'une courbure, à ce moment-là, il va falloir faire ça, il va falloir faire quelque chose comme ça. Je suis donc tab pour passer en mode edit. Donc pareil, edit mode, vous pouvez le retrouver là aussi en fait. Là on est en mode objet, on peut passer en mode edit et le raccourci c'est tab. Voilà, tab, tab. Alors, Shift S.
Voilà. Et donc, on voulait le cursor to selected. Voilà. Donc, super. Donc maintenant, vous voyez que j'ai déplacé là ma petite bouée de sauvetage. Je l'ai déplacée en fait au niveau de mon vertex qui m'intéresse. Et donc, maintenant, c'est là où je vais pouvoir... Donc, j'ai supprimé l'empty que j'avais créé au mauvais endroit, même si je pouvais le déplacer. C'était pas très intéressant. Là, maintenant, je fais Shift A. Je vais faire mon empty, single arrow. Donc là, maintenant, j'ai créé mon empty à l'endroit de mon curseur 3D. Voilà, et c'est là où ça va être, ça va m'intéresser. Et là, maintenant, en fait, que j'ai mon empty, donc je peux lui donner un nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler mesh deform. Et donc là, l'astuce, c'est... J'ai toujours, donc, en fait, là, j'ai resélectionné mon plan. J'ai toujours mon vertex qui est sélectionné. Et là, l'astuce, en fait, c'est de faire un add modifier. Il y a un raccourci pour le faire, mais c'est pareil, j'ai encore oublié. Et donc, là, le truc, c'était... Ah bah, c'est ça, c'est le hook. C'est hook, et donc... parce qu'il y a un raccourci qui permet de le faire, en fait, de tout faire d'un coup, et c'est beaucoup plus rapide. Bon, on va quand même le faire comme ça, déjà. Donc, en fait, l'idée, c'est hook. Et en fait, ouais, vous voyez, c'est dans la section deform hook. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la partie du mesh, là, qui m'intéresse. Et... sur mon objet, bon, de toute façon, mon objet, en fait, l'objet que je veux tracer, c'est mesh deform. Voilà. Donc, pour vous montrer déjà ce que ça fait, normalement, c'est suffisant parce qu'il me semble... Ah, c'est peut-être ça, c'est que le raccourci, il n'a pas dû créer un vertex group. On va vérifier juste un truc. Ouais, il n'a pas créé le vertex group. Donc, je reprends mon objet, pardon. Je reprends mon objet. Donc, en fait, il y a deux choses à savoir. C'est que... En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que... donc là, je viens de bien lui dire que je voulais créer un hook pour le mesh deform, mais par contre, il ne sait pas quels sont les vertex qu'il doit sélectionner pour ça. Et donc, pour ça, il faut créer un vertex group. Et normalement, voilà, normalement, ce que je peux faire, tout simplement, c'est assign. Voilà. Assign the selected vertices to a hook. Plouf. Et normalement... Ah, il y a même un fall-off. C'est étonnant qu'il m'ait pas créé de vertex group, en fait. Normalement, ça devrait suffire, en fait. Donc là, si je prends mon empty, que je le bouge, voilà. J'ai mon vertex qui vient avec. Alors, c'est un début, quoi. Hein. Évidemment, on n'est pas sur un truc fameux, mais c'est un début. Donc je suppose que pour aller plus loin, il faut que je crée un vertex group qui fonctionne. Là, je vais changer de workspace. On va passer en workspace animation. Donc, j'ai toujours... En fait, en bas, j'ai toujours ma timeline là, qui m'intéresse. Voilà, c'est magnifique. Ici, on voit la vue. Ici, très bien, c'est la vue de haut. Bon, là, en l'occurrence, voilà, c'est pas super, mais c'est déjà pas mal. Toujours, tu vois la petite astuce en bas. Je peux régler le zoom très simplement, en fait, en lui faisant diminuer la barre qu'il voit. Donc, comme ça, là, j'ai toute ma timeline sur la vue. Et le dernier mode que moi, j'aime bien aller regarder. Donc, en fait, lui, on va changer sa vue. 3D Viewport. Voilà, on va reprendre cette vue-là. Tac, donc là, on a bien la déformation. Tac, tac. Et en fait, dans cette vue-là, je vais changer. Je vais prendre mon Graph Editor. Et tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, quand je viens sélectionner, notamment celui qui m'intéresse le plus, c'est le Mesh Deform. Donc, qu'est-ce qui se passe là à l'écran, en fait? Qu'est-ce que je vois exactement? En fait, là, dans mon écran, je vois en fait les variables internes qui varient. Donc, en l'occurrence, si je prends par exemple la ligne rouge, alors je crois que le rouge en général c'est X. Alors, tu veux bien me la donner, la ligne rouge? Voilà, X. Donc, en fait,
tu vois qu'ici, donc ici j'ai une clé, d'ailleurs, tu vois, qui est symbolisée par le fait que, voilà, il y a cette courbe de Bézier qui vient changer. Et en fait, ici j'ai ma clé, et là-bas j'ai une autre clé. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il a fait Blender? En fait, il m'a créé une interpolation de type ease in, ease out. Donc, en fait, cette petite courbe de Bézier. Mais c'est là où ça peut être intéressant, c'est que moi, je peux venir un peu la tuner, tu vois. Donc, par exemple, là, je remarque que, tu vois, c'est un peu bizarre, parce qu'en gros, tu vois, la feuille, elle se comprime un peu, tu vois, c'est pas très propre. En fait, il faudrait qu'elle fasse plutôt un arc de cercle, tu vois. Donc, pour faire un arc de cercle, soit bah, j'y vais un peu à l'arrache, donc par exemple... au milieu du mouvement, je vais créer une autre keyframe qui va m'aider à placer. Soit tout simplement, bah, je sais que par exemple au début, en fait, si je veux vraiment faire un mouvement, en fait, un mouvement de rotation, euh, en fait, en général, il faut que c'est un peu comme si, en gros, tu vas avoir, puisque c'est du XY, en fait, faut un peu un sinus, quoi, un demi-sinus. Or là, en fait, j'ai complètement la courbe complète. Donc en gros, au début, il faudrait que la localisation en X serait bien serait chouette s'il m'affichait. Alors ça, je sais pas faire. Quand le truc a disparu, je sais pas comment on le remet. Remettre quel est l'axe X, l'axe Y, mais en tout cas, alors normalement celui-là c'est X et celui-là c'est Y. Et Z d'ailleurs, Z il est tout en haut, donc en fait, c'est quoi déjà pour le scaler? Je crois que c'est Home. Donc début, voilà. Donc là, j'ai bien tout, je vois tout. X, Y, Z. Alors, ce qui serait bien, si je sélectionne les trois, que je fais début... Non, alors il faudrait peut-être que je les enlève. Je vais enlever les rotations. Non plus. Bon bah c'est pas grave. Du coup, je vais zoomer dessus quand même. Alors attends. C'était quoi déjà? Ah mais non, attends, je crois que si je fais un box... Comment je fais déjà pour... Ah bah on va faire ma petite astuce que j'aime bien. Hop. On va changer la taille de la fenêtre. Hop. Voilà. Tout simplement. Donc là j'ai mes... Donc là je vais enlever la rotation pour l'instant. Là j'ai mes variables. Dans mon cercle, on va dire, il faut qu'au début, X il bouge pas beaucoup. Et ensuite il bouge beaucoup. En fait ça fait comme ça quoi. Ça fait pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, plus vite. Donc pour faire pas beaucoup plus vite, en fait il faudrait que ça, en gros, on soit un peu plus sur quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, en Y, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en Y, en fait, au début, on monte vite. Non, pardon, en Z. En Z, au début, on monte vite. On va bouger très vite pour monter assez rapidement. Et ensuite, il ne faut pas qu'il bouge trop. Donc, on va faire l'inverse sur la courbe Z. La courbe Z, faut juste que j'arrive à attraper. Voilà. La courbe Z, en fait, au début, elle bouge vite. Et puis après, elle bouge moins vite. Et donc, normalement, maintenant, ce que ça doit donner à mon écran... Hop, 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 hop. Voilà. Donc en tout cas, voilà comment je peux modifier mon animation. Bon, c'est pas très... En fait, je regarde surtout la pointe. Et la pointe, j'ai l'impression qu'elle bouge quand même à peu près comme je voudrais. Il doit manquer... En fait, c'est ça qui manque. Il manque aussi en Y. Et Y, c'est pareil. En fait, au début, il doit pas trop bouger. Et après, il bouge plus vite. Voilà. Et donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose... En fait, je regarde surtout la pointe, là. La pointe, elle est censée décrire plus ou moins un petit arc de cercle, quoi. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et donc, maintenant qu'on a ça, eh ben, je vais pouvoir essayer de régler la rotation. Et la rotation... Bah, la rotation, en fait, non, je suppose que la rotation, elle devrait être constante. Donc là... il me semble normalement si je sélectionne mes 3, normalement là je crois que en fait je peux demander directement à Blender de changer le type d'interpolation. Il est possible que ça se fasse en bas par contre. Rotation, interpolation mode, et donc là on va lui demander de faire un linéaire. Voilà.
Et vous voyez d'ailleurs en haut, dans le graphe, pendant ce temps-là, la linéaire. Voilà. Hop, ça n'a pas marché sur le dernier, j'ai l'impression. Je vois Z qui part n'importe où. Voilà. Attention. Voilà. Donc on va refaire. On va refaire. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Shift S pour le 3D cursor. Cursor to Word Origin. On recommence. Shift A, Mesh. Je vais rajouter un plane. Si on attachait en fait un objet à un parent, du coup, son déplacement était relatif à son parent. Et donc, maintenant que je suis en train d'y penser, je crois que c'était comme ça que ça se faisait. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est que là, donc Shift A pour rajouter, je rajoute un empty, single row, par exemple. Je vais le tourner, juste pour qu'on le voit. Donc R pour rotate. Du coup, ça va être en Y, 90 degrés. Bon, pourquoi pas dans ce sens-là, ok. Et surtout, et c'est celui qui m'intéressait le plus, c'est par exemple donc le rotate en Z. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un ensemble de coordonnées qui m'intéressent, quoi. Maintenant, donc je désélectionne, je fais Shift A, je vais me rajouter mon plan. Je vais là comme ça. Scale. Je le scale encore en X pour bien qu'il remplisse l'écran. Encore que... Ah, bref. Si je le tourne... Local coordinate, je vais le remettre en rotation à 0. Oui, si, bon, pourquoi pas. Je mets mon plan à l'intérieur. Ah non, c'était l'inverse. Ah, zut, j'ai pas sélectionné dans mon sens, pardon. CTRL P, Object. Voilà. Donc j'ai mon plan à l'intérieur de mon local coordinate. Je prends local coordinate, je le tourne. Donc par exemple, rotation Z. Voilà. Impeccable. Il faut que je me place en local coordinate, je crois. Donc il faut que je sois là, local. Je recommence. Grab. X. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir en fait le faire glisser selon l'axe de mon empty en fait. Donc de la même manière, pour l'instant ce qui m'intéresse ça va être évidemment de le mettre dans la bonne configuration pour qu'il remplisse l'écran. Donc par exemple scale, donc là ça doit être en Y, voilà, pour qu'il prenne bien tout l'écran. CTRL A pour apply, on va faire all transform. Et donc là maintenant, oups, je me suis gouré, pardon. Pas tout à fait bon en termes de taille, donc je vais continuer un scale en X, voilà, pour que ça prenne bien tout l'écran. Donc pareil, CTRL A, apply all transform. Et donc, grab, X, et on va déplacer en dehors de l'écran. Maintenant, je peux faire ma keyframe, et c'est là qu'est l'astuce que je cherchais à avoir tout à l'heure. Et je suis content de l'avoir retrouvé, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, en réalité, il n'y a que la localisation en X qui a bougé. Et ça, c'est génial parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, quand j'ai fait le mouvement là avec le empty, pour faire en sorte que la page se tourne, comme en fait le empty, il bougeait à la fois en X, en Y, en Z, et puis en plus, il tournait en X, en Y, en Z, bah c'était juste impossible à faire un bon mouvement, quoi. Peut-être la chose que je vous ai pas dite, la vue, comment on se déplace dans la vue. Donc le clic molette, ça permet en fait de tourner la scène. La molette, elle permet de zoomer.
Et ensuite, le Shift molette, en fait, il permet de se déplacer. D'ailleurs, je crois que Contrôle molette, ça permet de zoomer avec la souris. Et voilà, sinon on utilise la molette. Et ensuite, ah oui, il y a quelques petits raccourcis intéressants si vous avez un pavé numérique. 0, ça permet d'avoir la vue caméra. Et ensuite, en fait, 1, 2, 3, 6, 5, etc. En fait, ce sont des vues orthographiques qui sont répertoriées. Donc ça, par exemple, c'est 7. Là, j'ai 8. Ça, c'est 9, 6, 2, etc., etc. Voilà. Donc je reviens en vue 0, qui est celle qui nous intéresse le plus, parce que c'est ce qu'on voit vraiment à l'écran. En fait, ce qu'on va voir à l'écran, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du petit carré pointillé. Donc tout simplement, là, ce qu'on va faire, c'est que notre plan, et ben, maintenant qu'on sait qu'au début, il est à cet endroit-là, en fait, à la fin... Pardon. Erreur. Ici, je suis à mon keyframe 1. Donc à ma keyframe 30, c'est-à-dire une seconde après... Je veux avoir mon plan, donc grab X, je veux avoir mon plan qui recouvre mon écran. Voilà, donc là je le mets là, plop, donc là il recouvre mon écran. Je lui mets, oh tiens puisqu'on y est là, autant l'arrondir à 0. Je crée mon keyframe, et donc maintenant, hop, j'ai mon plan qui vient recouvrir mon écran en fait. Donc pour imaginer, on va être plus ou moins comme ça, voilà, c'est ça qu'on va voir à l'écran. Et puis au moment de l'animation, qu'est-ce qui va se passer? On est là, tout est bien, et puis le plan, hop, le plan il arrive comme ça. Et c'est là que ça peut être sympa, parce que quand on revient là dans mon animation, maintenant qu'en fait j'ai plus qu'une seule variable à manipuler, et ben ça devient quand même vachement plus simple. C'est-à-dire que ici, si je veux faire un effet, je sais pas, genre il arrive d'un coup et puis il ralentit, ou un truc comme ça, mais en fait je vais pouvoir jouer sur ce easing. Donc là, si je me mets là, donc, ce serait ça ma vue. Je vais sélectionner mon plan, et donc là on va réduire. Alors normalement je peux réduire ici, donc par exemple le end, on va le mettre à 35 pour qu'il fasse une boucle. Je le mets en... voilà. Donc ça en fait c'est ce qu'on va voir. Ici, dans mon playback, je vais peut-être faire juste frame dropping au cas où, comme ça on est sûr qu'il respecte le timing. Vous voyez, on a cet effet là, genre tac, il arrive doucement, etc. On peut s'amuser à faire en sorte qu'il arrive vite et qu'il ralentisse, par exemple. Voilà, donc là on a un easing qui est quand même assez différent. On peut un peu le pousser. Ah, ça fait genre ya, et hop ça ya, et hop ça diminue de vitesse comme ça, comme ça. Donc ça, voilà, on est quand même pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Et si je veux faire l'inverse, hein, bon, je pense que vous avez compris, mais ah oui, espace pour arrêter ou démarrer l'animation, ça va plus vite. Et si je veux faire l'inverse, par exemple, ça commence doucement et puis ça finit en un seul coup. Je suis pas sûr que ça donne grand chose, mais enfin bon, on peut imaginer. Plaf, tac, tac, un peu comme une porte de garage qui tombe et qui s'écrase au sol, quoi. Blam, blam. Bon, en même temps, je dis ça, mais je sais pas si avec l'encodage et le décalage du stream, si on voit vraiment la différence. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, moi, j'aime bien un peu cet effet-là, un peu de ce style-là. On va garder ça. Ploup. Retour sur mon layout. Et puis là, je me disais que vu qu'on en a déjà un, on pourrait faire un deuxième plan. Donc, on va remettre le matériau qu'on a perdu parce que j'avais supprimé le plan. Donc, le matériau, on refait un matériau. Donc là, la même astuce que tout à l'heure, on passe en émission. Et donc, si je passe en vue matérielle, voilà ce que ça donne. Je vais tout simplement dupliquer, comme tout à l'heure en fait, mais je vais dupliquer les deux. Voilà, allez hop, c'est pas grave. Il y aura deux empty qui font la même chose, mais voilà, c'est pas très grave. Voilà. Donc maintenant en fait, j'ai mes deux plans qui sont, en fait, c'est les mêmes, donc c'est pour ça qu'on voit pas de différence. Pour faire une différence, la première chose qu'on va faire, c'est que le deuxième plan
que j'ai créé. On va lui donner une autre couleur. Et je lui mets... Hop, voilà. Ah, zut, fallait pas que j'appuie sur échappe. Voilà. Donc, maintenant on a un plan... on a un plan plus foncé, un plan moins foncé. Et là, c'est là qu'il y a la petite astuce du chef. C'est que là, Blender, en fait, il est quand même assez tatillon sur un truc. C'est que, vu que les deux objets, ils sont exactement au même endroit en Z, en fait, on va avoir, je crois que ça s'appelle comme ça, du Z-clipping. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, il va y avoir un objet au-dessus, de temps en temps, un objet en dessous, il va jamais savoir, son calcul va jamais être bon. C'est là que vous allez avoir des artefacts. Pour être sûr que ça se passe pas, ben en fait, on va les changer, en fait, on va faire en sorte que les Z soient pas les mêmes, qu'ils soient pas confondus. Donc on va vraiment le mettre, l'un des deux, on va vraiment le mettre au-dessus, en fait. Donc pour ça, ben, en fait, on va changer sa localisation. Donc là, par exemple, je sais pas, on va le mettre à, voilà, à 20 cm, c'est déjà largement suffisant, même 0,1, c'est suffisant. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'évidemment, alors je crois qu'il y a moyen de faire un reset de l'animation. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on risque de se planter assez rapidement parce que là, Z est animé aussi, puisqu'on a créé le point d'ancrage. Donc, faut pas oublier de recréer l'image. Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est que ici aussi, sur le deuxième point, en fait, on va lui faire la même transformation, quoi. J'aime pas trop la manière dont j'ai fait là, j'avoue que je vous l'ai fait un peu rapidement. Je pense que normalement, en fait, il y a moyen de venir demander à Blender de faire une transformation en prenant en compte toutes les clés qui ont déjà été créées. Parce que là, on en a 2, c'est facile, mais imaginez qu'on en ait 400 comme ça et qu'on va juste déplacer l'objet à un autre endroit, ce serait un petit peu embêtant, quoi. Donc ça, on peut le faire comme ça. Donc maintenant, si je suis vraiment voilà, très très tatillon, voilà, on a bien nos deux objets qui sont l'un au-dessus de l'autre. Donc on est sûr que Blender va pas les clipper, quoi. Et puis bah tout simplement, la deuxième chose qu'on va faire, c'est que on va les décaler pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc ça, on va le faire dans l'onglet animation. Et donc là j'ai mon premier plane et j'étais en train de me dire qu'en fait ce serait bien que l'animation elle se termine au bout de 30 frames. Donc ces frames là, on va les déplacer. Donc en fait pareil, G. Et puis je sais pas, par exemple 5 frames avant, on fait quoi? Il faudrait peut-être un truc comme ça. Je vais le déplacer là. Donc j'en suis à la frame 20... ça fait quoi? Ça fait 22 là. Et ce qu'il faudrait, c'est que mon plane, lui, en fait, je fasse la même... D'abord, pour commencer, le même type de transformation. Je vais mettre aussi à la... Voilà. Par contre, en fait, on va lui faire plus tard. Donc pour faire ça, en fait, je vais sélectionner tout en faisant un A pour tout sélectionner. Et je déplace de telle manière à ce que lui, par exemple, son animation, elle se finisse à la keyframe 30. Donc maintenant, si je joue mon animation, on va peut-être le faire... tu veux bien me le faire en... avec le matériel, comme ça on voit les couleurs. Et donc là, si je fais mon animation, voilà, on voit le bleu apparaître en premier, et suivi du bleu clair. Et ils viennent se rejoindre en bas. Et à la keyframe 30, on est bien, et puis du coup, bah, ce qu'on peut faire... c'est, je sais pas, par exemple, on pourrait les faire repartir par le haut, je sais pas, là, bon, il y aurait des animations beaucoup plus sympas à faire, mais là, on va dire que pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hop. Et donc, on va faire partir le bleu clair en premier, donc je vais revenir dans mon layout. À la frame, donc il faudrait que ce soit, par exemple, à la frame 52. À la frame 52, il faut qu'il soit complètement parti. Je vais le faire partir par là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le Y de fin. Voilà. Refaire
la keyframe évidemment. Et pour mon deuxième plan, en fait je vais un peu tricher, mais je vais faire non, je vais pas tricher tout simplement en fait. Du coup je vais le décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames. Donc en fait il faudrait être à la frame 38. Donc mon plane, le truc c'est que je veux qu'en fait à la keyframe 38 je veux pas qu'il ait bougé. Donc en fait ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais lui recréer une keyframe. Et d'ailleurs là il y a Blender, là il me montre qu'en fait sur toute cette longueur il n'a pas bougé. Donc ça m'arrange. Et puis ce que je vais faire c'est que à la keyframe 60, bah, je veux qu'il soit au même endroit que mon autre plan. Donc tout simplement je vais coller ses coordonnées. Plop. Et puis bah, je vais lui recréer une keyframe. Voilà. Si je veux aller régler mon truc dans mon animation, alors je crois que je dois pouvoir sélectionner 2 en même temps. Pas tout à fait. 1, 2, voilà. Donc là je peux sélectionner un peu les 2 plans en même temps, comme ça je peux y aller, je peux faire ça plus vite. Donc en fait au début mes 2 plans ils arrivent comme ça là, pla 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 pla, pla 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 pla. Tac. À la keyframe 30, j'ai la vue qui change, plouf. Et ensuite on repart dans l'autre sens. Donc ça c'est pas mal. Et hop, on repart dans l'autre sens. Et donc là sur cette deuxième partie, donc là j'ai fait ce type un peu de ease in, à la limite on peut faire le même, on peut le faire du même style, donc par exemple sur ce truc là, voilà, le mettre un peu comme ça. Pas que ce soit trop violent non plus, ça n'a pas d'intérêt. Pouf. Bon, ça, vous pouvez la... Enfin, vous faites ce que vous voulez déjà pour commencer, et après, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, quoi. Donc voilà, en fait, l'histoire, c'est ta, ça vient là, plaf, et ça repart dans l'autre sens. Donc finalement, vous voyez, j'ai utilisé que 60 frames sur les 90 qu'on s'était donné au départ. Normalement ça a changé ici aussi dans mon output, parce que je l'avais changé en bas en fait tout à l'heure, donc tout ça c'est lié. Vous voyez qu'en fait le end il est aussi à 60. Et donc on va rentrer dans une deuxième phase qui va être donc la phase en fait où on va gérer un petit peu le rendu. Je reviens dans mon layout juste quelques secondes. Donc en fait l'histoire on va être comme ça, et en fait voilà ce qui va se passer quoi. Plof, et c'est parti. On arrive, c'est parti. Voilà. On peut essayer par exemple de faire un rendu intermédiaire, voir si on a bien tout. Donc par exemple au tout début, mettons que là par exemple j'ai ce petit morceau. Si je fais rendu d'une image juste. Voilà, donc là j'ai bien ma partie transparente. Et là j'ai ma partie qui est en train d'être couverte. Et si on est par exemple à cet endroit-là, mettons, rendu d'image, pouf, voilà, là j'ai les... Dernière étape, on va faire en sorte de pouvoir faire le rendu. Donc pour faire le rendu, on va dans Render. Le moteur, ah oui, j'en ai pas parlé, mais il y a différents moteurs de rendu dans Blender. Eevee étant le plus rapide, et Cycle étant le plus, on va dire comment ils appellent ça, le plus adéquat en fait pour tout ce qui est physique, parce que lui il va être vraiment physical base, alors que Eevee en fait il est plus... c'est presque comme si c'était un moteur de jeu à l'intérieur, vous voyez, il est biaisé en fait. Par contre, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il vaut mieux le sélectionner au tout début. Alors, je crois que maintenant, il y a un peu tout qui est compatible entre Cycle et Eevee, mais en tout cas, d'origine dans Blender, tout ce qui est matériel, shader, etc., ils sont spécifiques
au moteur de rendu que vous allez utiliser. Donc si vous utilisez, enfin si vous avez configuré un moteur de rendu, vous faites tous vos matériels, les textures, les trucs et machin, et que finalement vous dites ah bah mince, je vais peut-être changer de moteur de rendu, il y a des chances que vous ayez à tout refaire en fait. Ça faut faire attention. Ensuite, je pense on a fait ça, donc transparent c'est bon, le color management on l'a fait. Ensuite au niveau de la sortie, donc le framerate on est bon, tout ça on est bon. Et donc le output, c'est là où on va changer. Donc moi par exemple je vais mettre, alors si vous mettez // ça veut dire à partir du même dossier que le fichier en question. On va appeler out, donc dans le dossier out. Et là, en fait, et donc j'ai déjà les trucs qui sont configurés, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, je vais lui demander de sortir des fichiers PNG. Pourquoi PNG? Parce que j'ai besoin de la transparence. C'est pour ça que je vais sélectionner ici RGBA, ou du moins je vais faire attention qu'il soit sélectionné. Au niveau du media type, en fait, je vais sélectionner image. Pourquoi une image alors que je veux faire une vidéo? Parce qu'en fait, d'expérience, il vaut mieux laisser Blender d'abord faire le rendu de chacune des images et ensuite faire l'encodage. Blender est totalement capable de faire les deux en même temps, mais si jamais dans le rendu il y a un truc qui plante, en fait vous êtes obligé de recommencer de zéro. Alors là ça va, il y a 60 frames, c'est casse-pied, mais ça se fait. Quand vous faites un rendu de je sais pas, 300 images, 600 images, particulièrement lorsqu'on a des grosses scènes en fait qui vont demander peut-être plusieurs minutes de rendu par image, bah, vous n'avez pas envie de tout recommencer parce que d'un seul coup, il y a eu un truc qui a planté, il y a une image qui est mal rendue ou ce genre de choses. Mais en tout cas, sinon, on peut faire vidéo. Ici, dans l'encodage, il va falloir demander... il me semblait qu'il y avait FFmpeg d'ailleurs. Enfin, vous pouvez faire l'encodage, etc. Voilà. En tout cas, dans un premier temps, on va faire image. Je crois qu'on est bon, hein. Il me semble que tout ça c'est bon. Je suis en train de vérifier que j'oublie pas un truc au niveau de la transparence, mais il me semble que pour le moment, il me semble qu'on est bon. Voilà, bon bah on va lancer le rendu, puis on va blablater. Render animation. Et bien là on est parti. Donc voilà, on est à peu près 2 secondes par keyframe, hein. Ici on le voit. Mais on en a 60 à faire comme ça. Frame 60, qui était une frame vide. On va sélectionner... je l'ai pas là, je crois. Donc on va rajouter un petit workspace de vidéo editing. Vidéo editing. Voilà. Et donc bienvenue dans l'éditeur vidéo de Blender. Là il y a un truc... Ah bah il fallait juste faire ça. D'accord. Allez, donc image sequence. Donc là je suis bien dans le dossier qui m'intéresse, là, document création 2025 exemple Singer. Dans mon dossier out, maintenant j'ai tous mes fichiers. Toujours la touche A pour sélectionner tout. Évidemment ça encore ça a bougé. Donc avant en fait on devait sélectionner où est-ce qu'on mettait. Donc la length of the 3 pin frames. Non. Donc la length bah, c'est 60. Je vais faire un scale to fit mais ça me paraît pas propre ça. Bon, ça a l'air de marcher quand même. On va le mettre sur channel 1, il n'y a pas de raison. 1 à 1, on est bon. Par contre, on remet donc... Ah oui, on n'est pas dans la bonne scène, hein, on est bien d'accord. Donc... Là j'ai toujours ma scène, c'est pas possible. Hein. Ici on est dans vidéo editing et en bas on n'est pas dans vidéo editing. Donc ça faut faire super attention. Delete. Et ici... Ah, ici c'est bien de supprimer. Donc on reprend. Ici j'appelle ça vidéo editing. Voilà, il fait des vidéos editing. Comme ça on a bien compris que c'était pas la même. Donc je reprends. Le output je veux bien le mettre ici. Par contre ici je veux une vidéo. Ah voilà, couleur RGB. Donc ça c'est parce que
j'imagine que dans Render, Film, il faut que j'active Transparent. Maintenant, si je reviens dans Output, dans Output, je n'ai pas RGB. Parce que ça c'était... pardon. Container WebM, Vidéo Codec, WebM. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner RGB A, donc c'est bien, ça me rassure sur le fait qu'on est bien dans la bonne direction. Je pense qu'on est à peu près bon. Donc là, en fait, j'ai rajouté mon strip. Donc ici, j'ai rajouté toutes les images en fait qu'il va devoir convertir dans ma timeline. J'ai remis ma timeline pour le faire correspondre. J'ai pas l'impression qu'il soit au bon endroit par contre. Si, c'est bon. 1 à 60. Donc, j'ai ma timeline. On commence bien à 1, on finit à 60. J'ai oublié un truc. Pardon, c'est dans Output. Voilà, le framerate, on le remet à 30. Voilà. Donc, le format. Tiens, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça c'est pareil, les deux formats ils doivent correspondre évidemment. Là on est à... donc c'est du 1080p, hein, donc 1080 par 1920 par défaut, on est bon. C'était pareil dans la scène d'avant, hein, la scène qui a permis de créer les images. 30 fps, 1 à 60, de type vidéo, RGBA, WebM, vidéo codec, WebM. Normalement on est bon. Il n'y a plus qu'à faire le rendu. Render animation. Et là c'est parti. Ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'a pas grand chose à calculer, c'est juste de la compression. Ma vidéo en WebM, qui s'appelle là 01 060 par défaut. Et on a la vidéo. Super. Donc je vais la renommer. Voilà, donc par exemple Stinger du feu de Dieu. Superbe Stinger. Et puis bah écoutez, on va essayer de configurer ça sur OBS. Donc pour configurer la transition de type Stinger, exemple Stinger du feu de Dieu, ouvrir. Je crois qu'il y a un moyen de tester, prévisualiser. Voilà. En tout cas, il arrive à lire le fichier et à faire la transparence, donc ça c'est bon. Maintenant, la dernière chose qu'il faut lui configurer, c'est que, donc, par exemple, en termes d'image, donc soit vous le faites en termes de temps, soit en termes d'image, au niveau de la transition, en fait, vous vous souvenez qu'on a fait la transition, l'écran est complètement couvert au moment de l'image numéro 30. Donc en fait, on va lui dire qu'au moment de l'image numéro 30, il va passer de A à B. Voilà. Donc normalement, maintenant, si je prévisualise de nouveau la transition, on va avoir A. Tout ça, ça va passer devant l'écran. Et ensuite, quand je vais redécouvrir, ce sera B. On essaye. Parfait. Voilà. Bah, je fais OK. Et on va voir si ça fonctionne. Attention, 3, 2, 1. Tadam! Et bien là-dessus, je vous fais plein de bisous.